grandfather spent the entire time I've known him helping those in need. He waged peace anywhere in the world, wherever he saw a chance. He had the courage and strength to stick to his principles even when they were politically unpopular. What are the values that animate our spirit? Do we operate from fear or hope, ego or generosity? For keeping the faith with the best of humankind and the best of America is a story, in my view, from my perspective, Jimmy Carter's life. The test of American presidents is not the number of years they serve, but the duration of their accomplishments. Thank you, Mr. President. Welcome home, old friend. God bless you, Jimmy Carter. Funérailles émouvantes aujourd'hui à Washington. Les Américains et 5 présidents ont rendu un dernier hommage à Jimmy Carter, 39e président des États-Unis. On peut se demander s'il n'y a pas eu des petits messages envoyés à Donald Trump qui était dans la salle songeur, parce que, figurez-vous qu'il y a une nouvelle de dernière heure. On vient d'apprendre à 19h13 que la Cour suprême des États-Unis, à 5 contre 4, refuse de suspendre le prononcé de la peine, de la sentence demain par le juge Merchant. On sait déjà que Donald Trump n'ira pas en prison, mais la portée de cette décision-là d'une Cour suprême qu'il croyait non, plus que fidèle, plus que loyale, parce qu'il avait nommé 3 juges, on va l'analyser avec mes invités, que je vous présente tout de suite. Et c'est une coïncidence absolue. Martine Saint-Victor, stratège en communication et directrice générale d'Eldeman Montréal. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM. Bonsoir, Frédéric. Écoutez, on vous avait réuni pour parler de M. Carter. On va en parler, c'est certain, là, parce qu'il y a peut-être un lien, une ironie de l'histoire ici. Quand même, je commence avec vous, Frédéric. Vous avez le privilège d'être à l'extérieur, donc de commencer. Et votre réaction, on a toujours cru qu'il allait s'en tirer absolument tout le temps dans toutes ces causes. Il y en a. Votre réaction? Bien, il va s'en tirer dans les autres causes, mais c'est intéressant de voir que la Cour suprême, même s'il y a 6 juges conservateurs et 3 progressistes au sein de la Cour, ne sera pas toujours du côté de Trump au cours des 4 prochaines années. Et sur le plan symbolique, c'est quand même important parce que quand Trump a été élu, vous vous souvenez, Anne-Marie Martine, on se demandait quels seraient les contrepoids au pouvoir présidentiel au cours du 2e mandat de Trump. Mais on a une première réponse, une Cour suprême qui dit non, M. Trump, il y aura un prononcé de sentence demain et Trump aimerait gouverner de façon autoritaire, aimerait qu'on ne s'oppose pas à lui, mais c'est un premier signe qu'il ne pourra pas toujours faire ce qu'il veut durant sa 2e présidence. D'autant qu'on aura plus de détails, j'imagine, dans les minutes qui viennent ou les heures qui viennent. Mais Martine, en plus, c'est qu'on a tellement eu peur des effets de la décision de la Cour suprême le 1er juillet qui reconnaissait à Trump une immunité pour des actes présidentiels. Or, toute cette histoire de Stormy Daniels, puis de la Trump Organization, puis des paiements camouflés sous de fausses écritures, ces questions de fraude-là, ça n'avait rien de présidentiel, là. Je crois que le plus important dans tout ça, c'est le rappel du message que personne n'est au-dessus de la loi. Oui. Donc c'est ça, hein, il sera intéressant de voir quel juge a voté pourquoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y avait un certain copinage entre certains juges et M. Trump. Et là, c'est vrai, tout ça est très surprenant. Oui, même le juge Alito, hier, a parlé à M. Trump directement concernant une supposée nomination. Alors, mais il y a un lien, c'est comme une coïncidence incroyable. Ça fait l'histoire, la réunion de tous ces présidents aujourd'hui et anciens présidents avec la pensée, les valeurs de Jimmy Carter. Oui, quand on parle des valeurs du président Carter, je pense qu'on peut le résumer à ce message qu'on voit à l'entrée du Carter Center. Alors, c'est écrit « Nous avons dit la vérité, nous avons respecté la loi et nous avons préservé la paix ». Et ça, en fait, ça vient de Walter Mondale, qui était son vice-président. Et aujourd'hui, le fils de M. Mondale a lu justement un discours que son papa avait écrit. Et dans ce discours, on reprend cette phrase. Et c'est très important parce que c'est des valeurs peut-être qu'on sent qui s'évaporent, qu'on perd un peu. Donc, de préserver la paix, de dire la vérité, de respecter la loi.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Frédéric Gagnon, que cette cérémonie réunissant ces anciens présidents, mais très solidaire, et puis il y a le fils de Gerald Ford qui a rendu hommage en lisant le texte de son père, un adversaire, ils étaient même devenus des amis. On a l'impression de vivre une grande rupture entre le passé, ces présidences et celle qui s'en vient. Oui, il y a une grande rupture. Évidemment, aujourd'hui, le moment était solennel. Même le président Trump s'est comporté avec beaucoup de décorum, selon ce qu'on comprend, a serré la main de Mike Pence, un ennemi évidemment personnel. Il y a eu des échanges avec Barack Obama, on ne sait pas trop ce qui s'est dit, mais bon, Trump s'est, je dirais, comporté de façon un petit peu plus présidentielle que la dernière fois qu'il y a des funérailles présidentielles, c'est-à-dire il y a 6 ans, quand le président Bush père était décédé, il avait les bras croisés, il ne souriait pas. Bon, évidemment, il est tout sourire en ce moment parce qu'il y a eu quand même un triomphe électoral. Il est très content de se pavaner aujourd'hui dans cet espace où il est très visible et où il peut se bomber le torse, au fond, à côté d'un Barack Obama et peut-être qu'il peut, disons, être aux côtés d'Obama et se dire, bon, moi aussi, j'ai été élu pour un 2e mandat et tout ça. Donc, il est triomphant, mais il y a cette mauvaise nouvelle de la Cour suprême qui lui ramène devant les yeux une réalité là, à laquelle il sera confronté. Mais bon, on a enterré l'âge de guerre aujourd'hui. Je pense que c'est important de le faire. Il y a tellement eu de rancœur partisane, de rancœur lors des dernières élections que c'était quand même important aujourd'hui, par respect pour le président Carter, d'enterrer l'âge de guerre. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Ouais. C'est ce qu'on a fait, en tout cas de façon momentanée. Ouais, et pour vous, on tente de faire le bilan de M. Carter. On n'arrête pas de dire qu'il n'a pas fait grand-chose lors de son premier mandat. Et pourtant. Hein, c'est important. Ben, vous savez, par exemple, il y a les feux en Californie maintenant. Quelle est l'agence gouvernementale qui gère tout ça? C'est FEMA. Qui a créé FEMA? C'est Jimmy Carter. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi son héritage de législation climatique, même si quand Ronald Reagan est arrivé, il a enlevé les panneaux solaires. Mais quand même, ce souci pour le climat, ça n'a pas commencé avec Al Gore. Jimmy Carter, c'était un souci pour lui. Je pense aussi que dans son héritage, quand on voit tous ces présidents réunis, c'est ce club présidentiel, c'est-à-dire cette solidarité, cette fraternité qui, on l'a vu lorsqu'il y avait, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit la COVID, on a vu ces présidents se souder justement parce que c'était l'amour du pays d'abord et avant tout. Mais je pense aussi que dans sa carrière post-présidentielle, c'est-à-dire il est l'architecte de la carrière post-présidentielle, il a le centre Carter, j'en parlais tout à l'heure. En passant, Ronald Reagan avait été à l'inauguration de ce centre Carter, donc c'est pour montrer que justement il y avait cette solidarité. Et c'était pour amplifier un peu le message, ce centre Carter, pour continuer sa mission, si on veut, sa mission de démocratie à travers le monde, sa mission de droits humains, et les droits humains qui ont fait partie de sa politique étrangère. Et c'est comme ça qu'il se distingue un peu aussi, Jimmy Carter. Oui, il se distingue, Frédéric. Il faut rappeler qu'il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2002, justement, pour son action. Mais quand il y a eu les fameux accords de Camp David, une première entente magistrale pour la paix, il croyait en la paix. Ensuite, Sadat a été tué. Puis plus tard, après les autres accords, en tout cas, restons sur le président Carter. Lui, ces deux chefs d'État-là ont reçu le prix Nobel de la paix pour cette entente. M. Carter ne l'a pas reçu, mais c'est un artisan de la paix. Jimmy Carter. Oui, un artisan de la paix au Proche-Orient, quelqu'un qui croyait fermement à l'importance de la diplomatie en politique étrangère, qui croyait aussi que la détente avec l'Union soviétique était possible, qu'il était possible, en fait, de rendre le monde plus sûr pour la paix, pour la démocratie. Bon, ce qui est un peu triste avec l'histoire de la présidence Carter, et on voyait Biden, ces deux-là se ressemblent, au fond. Ils ont été, en quelque sorte, pris dans un contexte qui défavorisait grandement leur réélection pour un 2e mandat et des éléments un peu semblables, une inflation extrêmement élevée, une frustration des Américains à l'égard des difficultés économiques du moment, des crises de politique étrangère importantes aussi. Oui, il a fait beaucoup pour la paix au Proche-Orient, mais la crise des otages américains en Iran, ça a quand même été assez catastrophique pour sa présidence. Ça a miné sa popularité. Mais ce qui est intéressant, Martine parlait du Carter Center. Quand on le visite, le Carter Center, quand on voit de quelle manière l'histoire de Carter est racontée, ce qu'on constate, c'est que, oui, les réalisations du mandat présidentiel sont peut-être pas nombreuses, mais il a tellement fait dans la post-présidence, qui a duré plus d'une 40aine d'années. Et au fond, beaucoup d'humilité. Il a beaucoup investi dans la société américaine, allait aider
des gens dans la communauté à construire des logements pour les Américains, avec beaucoup d'humilité. Je me rappelle de ces images où on le voyait, il avait chuté à un moment donné, s'était blessé au visage et n'était pas resté à la maison, était allé travailler avec les communautés, le visage meurtri, en disant, bon, écoutez, je suis un ancien président, mais c'est pas une chute qui va m'empêcher d'aider la communauté. Et quand on regarde la post-présidence d'un Trump, par exemple, on est vraiment ailleurs. C'est pas ce que Trump a fait dans sa post-présidence qui a duré de l'élection de 2020 à sa réélection en 2024. On a vraiment changé de modèle et on l'a vu. Mais sa post-présidence, ça a commencé par le fait de ne pas être présent à l'investiture de Biden. Et ensuite, de combattre les suites du 6 janvier, qu'il dit que c'était une journée d'amour, a day of love. Là. Mais je suis d'accord avec Frédéric qu'il y a plusieurs ponts entre le président Carter et le président Biden. D'abord, les deux avec un terme de 4 ans seulement, mais dans le style aussi. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Joe Biden n'a pas de charisme. C'est ce qu'on disait de Jimmy Carter aussi. Et les deux, si vous voulez, ont eu comme successeurs des gens qui étaient très bons en communication, c'est-à-dire Ronald Reagan et Donald Trump. On peut aimer ou pas aimer le message, mais en tant que messager, ils ont réussi. Et peut-être qu'avec le recul, on verra la présidence de M. Biden comme aujourd'hui on voit celle de M. Carter, c'est-à-dire avec une transcendance, premièrement, et puis avec un ruissellement aussi qui dépasse, si on veut, les 4 années du mandat. Je pense qu'il a été plombé par des images très fortes, le président Carter, c'est-à-dire les queues interminables aux stations d'essence, c'est-à-dire qui représentaient justement cette inflation pas possible. Et puis, évidemment, l'image qui était très triste d'une manière, parce que c'est lui qui avait négocié cette libération des otages en Iran. Or, la journée de l'inauguration de Ronald Reagan, on a cette image des otages libérés et qui donnait l'impression que c'était le travail de Reagan alors que c'était archi faux. C'est ça, pendant qu'il s'en allait prendre l'avion. D'ailleurs, Frédéric, on laisse entendre, en tout cas, M. Blinken laisse entendre, secrétaire d'État, qu'il pourrait y avoir libération d'otages avant l'investiture. Vous y croyez? En tout cas, Joe Biden aimerait beaucoup qu'il y ait quelques succès encore dans les derniers jours restant à sa présidence. D'ailleurs, dans une entrevue qu'il a donnée au USA Today récemment, il vantait ses réalisations sur le plan économique. Évidemment, il pense à son héritage, mais ce qui se passe, c'est quand même difficile pour le président Biden, qui disait dans cette entrevue aussi, avec peut-être un petit peu de remords, qu'il aurait peut-être été capable de gagner cette élection présidentielle contre Trump. Il y croit toujours. Je pense qu'il va rester convaincu de ça jusqu'à sa mort. On n'a pas le temps de s'attarder sur les images, mais ça explique peut-être Mme Harris et M. Biden aujourd'hui. Mais dans cette interview dont parle Frédéric, il dit aussi qu'il aurait... USA Today de Susan Page, il aurait dû mettre plus de l'avant ses succès. Et c'est la même chose avec le président Carter. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs points communs, mais je crois que s'il y a une image qui représente bien le président Carter, c'est le jour de son inauguration, alors qu'il laisse la limousine de côté, il fait cette marche. C'est lui qui a commencé cette tradition et c'était pour créer une proximité avec les Américains et ça le représente très bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a des jeunes de 5 ans qui ont comme idole Jimmy Carter. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il transcende les générations et moi, je me ravis de voir qu'aujourd'hui, on réalise la grandeur de ce président. Oui, en même temps, semble-t-il que les historiens ne le classent pas, Frédéric, parmi les plus performants, ceux qui ont un meilleur bilan comme président, là. Il n'est jamais dans les plans. Non, parce que c'est ça. Leurs indicateurs, souvent, les historiens ont toutes sortes d'indicateurs, les réalisations législatives. Est-ce que le président était capable de convaincre le Congrès d'aller de l'avant avec de grandes réformes, etc., la popularité. Donc, ça a été un mandat difficile pour Carter, mais moi, je persiste et signe. C'est l'après-présidence qui est sans commune mesure avec celle de ses successeurs. Et la cérémonie s'est terminée sur Imagine de John Lennon avec Garth Brooks et son épouse. Qui étaient des amis de Biden. Il y a un formidable documentaire qui existe sur le Rock and Roll President. C'est un ami de Bob Dylan. De Willie Nelson aussi. Des frères Allman et tout ça. Oui, il y avait cette proximité avec le monde des arts. Notamment, il avait demandé à Andy Warhol de lui faire un portrait pour les affiches de campagne. Et c'est intéressant aussi quand on parle de son legs. Il a mis de l'avant ses programmes pour assister justement les artistes. Et il avait dit, mon rôle en tant que gouvernement, ce n'est pas de juger l'art, c'est de pouvoir permettre que l'art existe.
Alors, pour terminer, on m'a glissé à l'oreille le nom des 4 juges. Je ne vous serais pas surpris. On ne les commentera pas parce qu'on n'a pas le temps. Là. Alito, qui a parlé au président hier. Kavanaugh, Roberts qui a dit non. Hein? C'est probablement Roberts qui a dit non, non? Qui est dans les conflits d'intérêts jusque-là. Gorsuch et Kavanaugh, pour réflexion. Étonnant. Vous êtes étonné, vous? Non, ils voulaient accorder à Trump la suspension, eux, de sa sentence. Voilà, mais encore une fois, je rappelle ce que je disais, c'est signe, pour ceux qui s'inquiètent du deuxième mandat de Trump et des effets Trump sur la société américaine, qu'il ne pourra pas gouverner toujours comme il le souhaite. Eh bien, on vous prend au mot. Surprise. Et Mathieu, on aura l'occasion de s'en parler. On a 4 ans pour en parler. Merci à tous les deux. Au revoir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.